suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'avez vu, est un point lecture assez conséquent puisque je dois vous parler de mes 7 dernières lectures. J'ai pas eu le temps de venir la semaine dernière. Il faisait trop chaud en fait pour tourner dans mon bureau notamment, et quand je rentrais le soir j'avais plus l'énergie, donc je vous tourne seulement maintenant. Il y a un peu de nuages à l'extérieur pour tout vous dire, un peu d'air, j'ai un peu de lumière naturelle, donc on y va, c'est parti. Je vais commencer cette vidéo par les lectures, tout ce qui est alors c'est de la fantasy, ouais, fantasy et fantastique, et ensuite j'enchaînerai avec tout ce qui est thriller polar. On est bon, j'ai tout pris? Ouais, j'ai tout pris, c'est parti. Donc le premier livre dont je voulais vous parler, alors je vais passer vite parce que c'est une intégrale et on lit, donc qui contient 3 tomes. On a lu le premier tome en juin, on lit le deuxième tome en juillet, le troisième tome en août. C'est donc l'intégrale de Steam Seller de Ellie S. Green, c'est aux éditions Gulfstream, et donc moi je m'étais offert cette magnifique intégrale. Rien que de vous parler, j'ai très chaud là, qui est vraiment magnifique. Alors, je vais vous parler rapidement du premier tome et puis je vous ferai un bilan au mois d'août quand j'aurai lu l'intégrale. On est sur de la fantaisie avec une jeune fille qui va être enlevée par... qui a des talents de guérisseuse dans son petit village. Et en fait elle va être enlevée par des pirates de l'air. Donc les pirates en fait ont des bateaux et surmontés d'un ballon, et en fait les pirates, au lieu d'être sur la mer, sont dans les airs. Elle va être enlevée donc par ces pirates parce qu'ils y voient tout à fait une opportunité de servir de médecin à bord, le médecin précédent étant décédé. Et donc elle va d'abord être complètement paniquée à l'idée d'avoir été kidnappée, enlevée par ces pirates qui sont réputés comme étant sanguinaires, sans merci, etc. Et puis au fur et à mesure, elle va se rendre compte quand même qu'ils ne sont pas si mauvais que ça, et une amitié va même se forger entre elles et les personnages, sachant qu'elle a, elle est un peu la clé d'un mystère. Ces pirates recherchent une cité qui contiendrait des trésors infinis, et elle est un peu la clé de ce mystère. Voilà. Le premier tome, il fait, dans la version là, il fait 300 pages. C'est sympa, mais par contre c'est très jeunesse. Voilà, je vous le dis, c'est hyper jeunesse. Alors que je pense qu'il est classé en young adult, donc sachez où vous mettez les pieds, vous n'allez pas lire de la fantaisie adulte. Je le lis avec les copains, on est tous unanimes sur le fait qu'il y a des hasards heureux, des coïncidences, c'est pas très complexe au niveau de l'intrigue, donc on attend de voir quand même la suite. On va le lire parce que moi je me suis acheté cette intégrale, je vais la lire en entier bien sûr. Il y a quand même, c'est comme très sympa à lire. Je trouve que c'est idéal à lire entre 2 gros romans un peu plus complexes, ça peut vraiment faire du bien. Voilà, donc ça c'était mon premier ressenti. Je vais mettre ça en silencieux parce que sinon il va faire que de sonner. Voilà, c'est chose faite. Ensuite j'ai lu alors un livre. Pourquoi je l'ai lu celui-ci? Ah oui, parce que pour mon club de lecture du travail, on devait lire un livre banni par le gouvernement Trump, et donc j'ai lu ce livre, La vie invisible d'Adi Larue. C'est de V.I. Schwab, c'est publié aux éditions Lumen. Il est banni parce qu'on y parle, entre autres, on évoque entre autres l'homosexualité, enfin bref, passons sur cette liste sans queue ni tête de Trump, du gouvernement Trump, qui concerne à peu près 10 000 livres. Alors, La vie invisible d'Adi Larue, c'est comme une grosse pavasse qui date quand même, hein, je crois que ça date de 2021, donc vous voyez, c'est pas un livre qui est très récent, mais je suis très contente de l'avoir lu. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé. Ici, on est plutôt dans, ouais, c'est ça, 2021, on est plutôt dans de la fantasy, non, dans du fantastique, pardon. Je commence à avoir chaud et soif, je suis un peu perturbée. Alors, on va suivre Adeline, on est à la fin du... On est en 1600 et quelques au tout début. Ah non, on est en 1714. Donc on va suivre Adeline qui vit dans un tout petit village en France. Et puis Adeline, elle va avoir 23 ans, elle est toujours pas mariée. Et ses parents vont décider de la marier, de faire un mariage forcé, arrangé avec un homme. Sauf qu'Adeline, elle aime trop sa liberté.
Et donc le jour du mariage, elle va s'enfuir. Elle va prier une espèce de dieu. Et alors c'est pas un dieu qui va descendre l'aider, mais une espèce de diable qu'elle appelle le ténébreux, avec lequel elle va nouer un pacte. Donc il lui accorde la vie éternelle. Il lui permet d'échapper à sa condition de mortel, donc d'échapper à ce mariage. Et en échange, il lui dit, quand tu en auras marre de cette vie éternelle, je viendrai prendre ton âme. Donc Adeline est ravie en fait au départ d'échapper à ce mariage forcé et puis finalement de pouvoir vivre de manière éternelle, sauf qu'en fait il y a un revers de la médaille. On oublie Adeline très rapidement, c'est-à-dire que vous faites sa connaissance, elle sort de la pièce, elle rentre à nouveau, vous l'avez oubliée. D'où la vie invisible d'Adi Larue. Donc il lui est impossible de nouer des liens, tout le monde l'oublie, tout le monde oublie son visage, ses parents l'oublient tout de suite et puis elle voit tous ses proches mourir au fur et à mesure. Et donc on va la suivre dans cette vie de solitude et d'errance, elle va traverser les siècles, elle va traverser les révolutions, elle va traverser les évolutions de la société et on va osciller entre ce passé et 2014 où Adeline est devenue Adi, elle est à New York. Elle erre alors vraiment son quotidien c'est survivre entre guillemets, parce qu'elle ne peut pas mourir, mais survivre de jour en jour, nuit après nuit. Par exemple, elle va dans une soirée, elle va rencontrer un garçon et puis elle va essayer de passer la nuit avec lui pour être au chaud, pour pouvoir prendre une douche. Donc c'est vraiment une survie de tous les jours. Et régulièrement, le ténébreux vient lui demander si elle veut lui accorder son âme et elle répond toujours non. Jusqu'au jour où elle va rencontrer quelqu'un qui va changer toute sa vie. Voilà, donc c'est vraiment une réécriture du pacte faustien qui est très intéressante. J'ai beaucoup aimé. Alors parfois c'est un peu contemplatif, une narration assez lente, un style parfois très poétique. Moi j'ai beaucoup aimé. Ce qu'on peut reprocher à ce roman, c'est que c'est parfois un peu redondant, un peu plat, mais c'est à l'image de la vie d'Adeline en fait, qui est devenue Adi. Elle vit des siècles et il ne se passe jamais grand chose en fait dans son quotidien puisque c'est toujours un éternel recommencement. Donc c'est calqué en fait, je pense que la narration est aussi calquée sur la vie d'Adi. C'était vraiment intéressant. Et écoutez, alors j'ai vu les avis, soit on aime soit on déteste ce bouquin. C'est vraiment, les avis sont très tranchés sur celui-ci. Mais moi ça m'a beaucoup plu et je suis très contente de l'avoir découvert. Le dernier roman de fantasy dont je vais vous parler, c'est Le Solstice des Ombres. Tome 1, Sœur de haine, c'est de Benjamin Lupu et c'est aux éditions de Nemos. C'est un service presse que les éditions de Nemos m'ont envoyé, je les remercie et j'ai beaucoup aimé. Alors là pour le coup on est dans de la high fantasy où on nous fait débarquer dans un univers où on n'explique pas grand chose, pardon. On est dans un monde où en fait, en gros il va y avoir une guerre de religion entre ceux qui prient. Bon, alors bien sûr ça m'a fait penser aux guerres de religion entre catholiques et protestants. Vous avez ceux qui vont prier un dieu, alors je me souviens plus le nom du dieu, parce que ça a un nom... Alors on prie Astor, tout le monde prie Astor, ça c'est le dieu solaire, voilà. Mais vous avez d'un côté ceux qui prient Astor et qui s'incarnent dans les écritures, qui ont les écritures, qui le représentent, etc. Et de l'autre côté vous avez une voix dissidente de religions donc, qui sont qualifiés d'hérétiques, qui eux ne veulent surtout pas passer par les écritures, qui veulent avoir un lien plus pur avec le dieu. Et donc nous on va se retrouver avec un jeune homme qui s'appelle Umbrod, je pense que ça se prononce comme ça, qui est moine, et qui va au cours d'une... il voyage en fait avec toute une caravane, toute une délégation, ils vont se faire attaquer par ceux qu'ils appellent les hérétiques et il va se faire enlever, kidnapper, retenir, séquestrer dans un camp. Donc ça c'est le côté moine où il va découvrir finalement que ces hérétiques ne sont pas si terribles que ça. Et on va suivre des mercenaires, alors c'est des espèces de soldats qui vont essayer d'aller le délivrer. Voilà, alors c'est assez complexe quand même comme univers. Faut un peu, c'est pas qu'il faut s'accrocher parce que la plume de Benjamin Lupu elle est vraiment hyper fluide, ça passe vraiment tout seul, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages donc faut s'y faire. Vous avez un glossaire d'ailleurs à la fin qui vous résume les personnages. J'étais parfois un peu perdue en me disant ah oui lui il appartient à ce camp, lui il appartient à cet autre camp, donc c'est vrai qu'il faut un peu être attentif.
à sa lecture. C'est hyper bien écrit. Je sais pas si c'est un premier roman. Alors, remarqué pour son roman Uchronique. Il a déjà écrit Le Grand Jeu, publié chez Brajleux. Donc c'est pas un premier roman. Mais il écrit vraiment extrêmement bien. Je trouve que c'est de la très très bonne fantaisie française et je tiens à le souligner. Et puis l'univers, il est très riche, avec en fond, en toile de fond, cette guerre de religion qui était vraiment hyper intéressante. Et j'ai très très envie de connaître la fin, avec des idées très originales. Voilà, un auteur à suivre. Donc le tome 1, c'est une duologie. On attend le tome 2. Enfin, moi, j'attends le tome 2 avec impatience. Donc ça, c'en est tout pour mes lectures fantasy fantastiques. Je passe cette fois-ci au polar. Je les prends comme ils viennent, hein. J'ai pas trié. Alors, je vais commencer par ma déception. J'avais organisé une lecture commune sur ce titre. Donc c'est Sur les ossements des morts de Olga Tokarczuk. C'est aux éditions Libretto. Donc sachez qu'Olga Tokarczuk a reçu le prix Nobel de littérature. Elle est polonaise. Je vais regarder parce que si je vous dis une bêtise, oui c'est ça. Elle est polonaise et je ne la connaissais pas. Donc c'est bien parce que ça répare mon ignorance de ne pas connaître cette autrice qui a priori est une très très grande autrice. Alors, ici nous sommes dans entre le thriller, le polar, le roman noir, le roman de terroir. C'est difficile de se positionner. On est avec Janina qui vit tout seul dans une espèce de hameau en Pologne, à la frontière tchèque. Et elle vit avec quelques voisins. Elle est un peu à part, elle vit toute seule. Il fait froid, c'est l'hiver, elle est isolée. Et puis un jour, elle va être prévenue par son voisin que l'un de leurs voisins proches est mort dans la cuisine, dans sa cuisine. Donc quand il se rend chez le voisin, en effet, il le retrouve complètement raide mort dans la cuisine, et elle découvre dans la gorge du voisin un petit os d'animal. À partir de là, Janina va se dire que les animaux ont décidé de se venger de ceux qui leur font du mal. Parce que Janina, elle est très impliquée dans la défense des animaux, elle ne supporte pas qu'on leur fasse du mal, elle se met en travers des chasseurs qui viennent massacrer les sangliers, les renards, etc. Et puis les morts vont s'accumuler. Après ce premier mort, il va y en avoir un deuxième, pareil, où on va retrouver des traces des empreintes de biches tout autour du corps, et donc elle se dit, désolé, vous entendez mon chien, Janina se dit que les animaux ont décidé de se venger. Donc on est un peu dans cette atmosphère là qui est assez intéressante, mais c'est quand même une narration très étrange, où on n'est pas à fond non plus dans le polar, on n'est pas à fond non plus dans le thriller, on dérive très vite vers des choses étranges. Par exemple, Janina, elle tire les cartes, elle fait de l'astrologie, elle fait des thèmes astrologiques. C'est bizarre, ça débarque là au milieu. En fait, je me suis un peu ennuyée. Voilà, il n'est pas très gros, il fait 200, même pas 300 pages. Ouais, il fait 280 pages. Je vais dire que les 240 premières pages, j'y suis allée, j'ai lu, ça se lit bien, mais j'étais pas à fond. J'y retournais pas avec plaisir en me disant oh là là, qu'est-ce qui va se passer. Je m'ennuyais un peu. Les 50 dernières pages par contre sont très bien ficelées. Là il y a un peu plus de rythme avec un vrai dénouement, etc. Mais j'ai pas été hyper réceptive à ce roman qui pourtant a eu pas mal de succès. Donc je passe vite sur cette déception. Ensuite j'ai lu, alors je vais rester dans les animaux, tiens, Grindadrap de Caril Ferret aux éditions Gallimard dans la collection Série Noire, que j'ai beaucoup aimé, même si j'ai aimé quelques bémols. Alors ici nous sommes sur les îles Féroé lors du Grindadrap, appelé Grind. C'est une tradition millénaire auquel se livrent encore les îles Féroé. En fait vous avez des bateaux qui vont rabattre des grands cétacés, donc des baleines, des dauphins, des orques, enfin tout ce que vous voulez. On va les acculer dans une baie et on va les massacrer. Et on arrive ce jour-là, c'est atroce, c'est immonde. Caril Ferret, il a vraiment le don de vous raconter les choses telles qu'elles sont. Vous avez l'impression d'y être. C'est vraiment, le chapitre qui raconte ce massacre est insoutenable. Et on se dit encore qu'on est dans une tradition en 2025 complètement barbare, où en fait on va massacrer ces animaux. Alors certes, à la base on les massacrait pour récupérer leur chair, leur graisse
et ça devait servir pour alimenter toute la communauté pendant une année, pour faire fabriquer de l'huile pour les lampes, etc. Donc je peux comprendre qu'il y a peut-être 200 ans, ça servait. Sauf que là c'est un massacre pour le massacre. Vous avez plein d'animaux qui meurent asphyxiés les uns sous les autres. Vous avez des animaux qui, en fait, on prélève ce dont on a besoin, mais en fait le reste on va le laisser pourrir sur la plage. Bah, c'est complètement immonde et injustifié. Et nous, on va être donc à la fois sur ce jour-là, le Grindadrap avec ce massacre. Et ce massacre va être interrompu par une giga tempête qui va faire échouer sur les côtes des îles Féroé donc un bateau. Je crois que c'est le Sea Shepherd, donc c'est un bateau de militants écologistes qui ont été pris dans la tempête. Seuls 2 survivants vont réussir à s'extirper du bateau. Et puis ils vont être obligés de s'abriter sur cette île le temps que la tempête passe. Et le flic, donc il y a un flic qui s'appelle Soren, je crois, je me rappelle plus des noms. Soren, pardon, Soren. Il va découvrir le cadavre du chef du Grindadrap, donc le chef qui devait rabattre les animaux, est retrouvé mort et il se rend compte bien vite que c'est un meurtre. Voilà. Donc on va voir tous ces personnages qui vont se retrouver là. Comme d'habitude, c'est hyper immersif de la part de Caril Ferret. Il nous fait vraiment, moi ce que j'aime beaucoup dans son écriture, c'est qu'il nous fait vraiment découvrir toute une culture, tout un peuple. Je sais qu'il passe du temps, hein. Il se rend sur les lieux, il s'imprègne vraiment de la culture, des traditions avant d'écrire, et on sent vraiment, c'est très très intéressant de ce côté-là, parce que finalement, qui connaît les îles Féroé, enfin voilà, moi je connaissais pas très très bien, donc ça c'est vraiment bien. Bon, l'intrigue policière, c'est un prétexte en fait, hein, pour nous parler de cette catastrophe écologique qui est le Grindadrap. Il y a de très très belles réflexions autour de la défense des animaux. Bien sûr, c'est orienté, hein. Caril Ferret, il est contre ce massacre. Alors mon bémol, ça va aux personnages que j'ai trouvé peut-être un petit peu caricaturaux, notamment les personnages d'écolo. Vous avez la chef, je me souviens plus de son nom, la fille et le garçon. C'est un peu, oui, parfois un peu... disons, c'est pas trop poussé au niveau de la psychologie, c'est un peu bateau. Voilà, mais sinon c'était hyper intéressant, je l'ai lu très très vite, il est pas très gros, hein. Il fait 300, même pas 400 pages, et on est dans une espèce de huis clos sur ces îles, où on se demande comment les écolos vont s'en sortir, parce que finalement, eux ils sont pas du tout bienvenus sur cette île, vous imaginez bien. Qui a tué le chef, en plus il y a des meurtres qui s'enchaînent, donc c'était vraiment bien, je vous le conseille quand même, ce dernier roman de Caril Ferret. Ensuite, j'ai lu, alors ça j'ai beaucoup aimé, Son employé de Samantha Ice, je sais pas comment on prononce, Ice, aucune idée, c'est chez Black Lab. C'est un roman que j'ai eu en service presse, et alors contre toute attente, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est contre toute attente, je vous dis ça parce que vous savez c'est le genre de roman. Son employé, vous avez la psy, vous avez la prof, vous avez la femme de ménage, etc. Là on est en train de faire tous les métiers du monde. Et donc là on est avec son employé, je me suis dit bon, ça passe ou ça casse. Et ben écoutez, c'est passé, c'était vraiment une super lecture, je me suis régalée, je l'ai bouffé en 2 jours, il n'est pas très gros non plus, mais vraiment c'était c'était bien fichu. Alors si vous avez l'habitude de ce genre de bouquin, peut-être que pour vous c'est du réchauffé et que ça va pas vous plaire parce que vous allez vous dire ouais on a déjà vu l'histoire 50 000 fois, mais moi je lis pas ce genre de livre d'habitude, donc pour moi c'était une bonne découverte. Donc nous sommes avec comment elle s'appelle? J'ai vraiment du mal avec les prénoms. Marie c'est l'employé. Alors c'est Matt, l'homme, et la femme, bah oui, je sais plus. Bref, ça va me revenir. Alors, c'est une femme et son mari. Ah voilà, c'est Gina. Voilà. C'est Gina et son mari. Leur maison vient de partir en cendres. Il y a eu un incendie. Ils se retrouvent à la rue, en quelque sorte. Ils ont 2 enfants, dont un bébé. Et leur amie Annie, qui est une actrice très célèbre, donc ça se passe en Angleterre, a une très très grande maison et leur dit bah venez vous installer chez moi, je pars 3 mois, je fais le tour du monde,
venez pendant ce temps, le temps que votre maison soit réparée, etc. Vous venez, vous vous installez. Donc Gina et Matt s'installent dans cette très très belle maison qui est un manoir dans un quartier assez chic. Et puis le premier jour de leur arrivée débarque Marie qui se présente comme étant l'employée de Annie. Donc elle dit bah moi je suis là tous les jours en fait, je fais le ménage, je fais les courses, donc il n'y a pas de raison, Annie n'est pas là, il n'y a pas de raison que je ne travaille pas. Et en fait Marie au fur et à mesure des jours va s'imposer dans la maison et va un peu, comment dire, va s'introduire dans cette maison et va créer un malaise. Elle va s'imposer aux membres de la famille et on va être dans une espèce de huis clos où on va se demander si Marie a de bonnes intentions ou pas. Ce qui est très intéressant, c'est que nous, très vite, on sait qui est Marie, très très vite. On sait comment elle réussit à manipuler le couple, donc ça c'est pas du tout caché, c'est pas du tout une surprise. Et en fait ce qui est intéressant c'est de voir on est du côté où on voit tout et on observe Gina et Matt qui se laissent complètement manipuler et on regarde jusqu'où Marie va aller pour assouvir une vengeance. Voilà, j'en dirai pas plus. C'est assez oppressant. Il y a une espèce de tension qui monte au fur et à mesure. Il y a des éléments qui vont se rajouter au fil des pages. On retourne parfois dans le passé, où Gina est adolescente, où il s'est passé quelque chose à une fameuse soirée où elle était invitée avec ses copines. Alors moi j'ai assez rapidement deviné le poteau rose, mais ça m'a pas gâché ma lecture. Justement, je voulais voir jusqu'où Marie était capable d'aller, jusqu'où Gina, à quel moment elle allait se rendre compte des choses. C'était vraiment bien. Et franchement, vous lisez ça se lit super bien. La lecture, elle est fluide. Vous prenez pas la tête. C'était vraiment super agréable. Alors, j'ai un bémol pour la fin, où je trouve que la fin, elle est un peu ratée pour moi. Je trouve que l'autrice, elle est allée un peu loin dans le truc. Elle aurait dû s'arrêter à un moment donné. Il y a un peu de la surenchère qui pour moi gâche un peu cette fin qui aurait été bien sans le dernier épisode. Voilà. Mais vraiment je vous le recommande. C'était très bien et je pense que cet été ça peut tout à fait faire le job. Et je termine avec ma dernière lecture que j'ai terminée, c'est vraiment la dernière lecture que j'ai finie il n'y a pas très longtemps. C'est Les Malvenus d'Audrey Brière, c'est aux éditions Seuil dans leur collection Cadre Noir. Il est sorti depuis chez Point en poche. C'est un roman que j'avais acheté au Quai du Polar il y a un petit moment, que j'avais fait dédicacer à l'autrice. Et avec les copains, on s'est décidé de le lire en lecture commune. Et on a quand même, je pense qu'on a tous bien apprécié notre lecture. Donc c'est un polar qui se déroule pendant la Première Guerre mondiale, mais la Première Guerre mondiale n'est vraiment que la toile d'arrière-fond. En fait, on est en 1917, on est dans un petit village, alors il fait hyper froid, on est cerné par la neige, par les congères, et Mélanie, une vieille femme, va découvrir dans sa cave le corps d'un homme qui se fait appeler TS, c'est Thomas Sorel, et tout le monde le détestait dans ce village, c'était une pourriture, une ordure. Donc tout le monde se réjouit en fait de sa mort, mais il y a quand même un type qui a été assassiné. Et donc vous avez Mathias Lavaux, qui est inspecteur de police et qui va enquêter. On est pardon, excusez-moi, dans un village isolé vraiment, avec en toile d'arrière-fond cette Première Guerre mondiale, le rationnement, le froid, la faim, on se déplace, on a réquisitionné les automobiles, donc on se déplace avec une carriole tirée par un cheval. On est avec aussi les premiers, alors je dirais pas les balbutiements de la police scientifique, puisque vous avez Lavaux, Mathias Lavaux, qui est assisté par Esther, et elle a une formation plus ou moins, enfin lui il a une formation de médecin légiste, non, c'est elle qui a une formation de médecin légiste, me semble-t-il. Donc on est vraiment au début de la médecine légale, avec les preuves, les empreintes, ça c'était super intéressant. Vous avez aussi comme intrigue secondaire, dans le village il y a un orphelinat, il y a un couvent qui
qui recueille les orphelins. Mathias et Esther sont eux-mêmes... Non, Mathias, pardon. Mathias lui-même est orphelin, il vient de ce couvent, donc en gros il n'a jamais quitté la région. Vous avez cette histoire-là, donc ces orphelins qu'on dépose un matin au pied du couvent, qui sont élevés par ses bonnes sœurs. Il y a toute une ambiance même un peu gothique, je dirais. On parle de fantômes, de dames blanches. C'était vraiment bien. Alors c'est un premier roman, et je trouve... Alors il y a des défauts, certes, mais je trouve que l'autrice, elle s'en sort vraiment très très bien. C'est super bien écrit, je tiens à le souligner. L'écriture m'a beaucoup plu. Et puis, alors j'ai pas sauté de surprise quand j'ai eu les révélations, parce qu'il y a des choses sur lesquelles je me doutais. Il n'y a pas de twist incroyable, mais c'est assez bien fichu, c'est assez bien amené. Et je vous le conseille. J'ai la suite que j'ai acquis au Quai du Polar de cette année dans ma palle, puisque le personnage de Mathias Lavaux est un personnage a priori récurrent, et donc j'ai la suite. Voilà, donc je suis très contente d'avoir découvert ce titre qui était vraiment, ma foi, très très intéressant. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour ce point lecture. Je m'arrête là assez rapidement parce que j'ai très soif, je transpire, j'ai très chaud. Je vais fermer mes volets, on va se boucler dans le noir pour échapper à la canicule. J'espère que chez vous ça va, que vous souffrez pas trop de la chaleur. J'imagine que si, quand même, on est tous un peu logés à la même enseigne. Je reviens très vite, je reviens la semaine prochaine pour faire un book haul. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais j'ai quand même 2-3 achats, 2-3 petites réceptions, donc je vous montrerai ça la semaine prochaine. En attendant que je décède, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez lu certains livres, si vous les avez aimés ou pas, et n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.